Pendant 70 ans, la ville de Lille a été dirigée par la même famille politique. C'est c'est une continuité historique qui donne presque le vertige quand on y pense. Ah oui, 70 ans, c'est énorme. C'est ça. Et pendant des décennies, le plus grand défi pour le maire sortant, ça venait traditionnellement de la droite classique, mais aujourd'hui, la donne a totalement changé. Totalement, oui. La menace la plus sérieuse pour l'exécutif en place, elle ne porte pas de cravate et elle ne vient pas du tout des cercles habituels du pouvoir. C'est une ancienne ouvrière, une médiatrice scolaire de 43 ans, qui propose carrément de réécrire l'ADN politique de la cité. Et c'est exactement ce qui rend cette journée si cruciale. Nous sommes le dimanche 22 mars 2026, c'est le jour du second tour des élections municipales. Voilà. Et on peut dire que la gauche lilloise vit une fracture vraiment spectaculaire. Si on relie ça à une perspective un peu plus globale, la politique locale, c'est très souvent le laboratoire des grands bouleversements nationaux. C'est très juste, oui. Ce qui se passe à Lille aujourd'hui, ça dépasse très largement les frontières du périphérique. C'est la redéfinition même de la façon dont on gère le quotidien d'une métropole face à des crises multiples. Absolument. Et dans un contexte où nos sources soulignent une abstention massive couplée à une vraie montée du vote contestataire, le bulletin qu'on glisse dans l'urne aujourd'hui, c'est plus du tout une simple formalité administrative. Non, c'est clair. C'est un choix de société d'une radicalité assez rare pour les Lillois, les Helmois et les Lomois. D'accord. Alors décortiquons tout cela. Pour comprendre un peu l'ampleur de ce qui se joue en ce moment même, on a plongé dans une véritable montagne de documents. Oh, très oui, une belle montagne. Ouais, on a épluché les professions de foi officielles du second tour, les lettres d'engagement qui sont très détaillées d'ailleurs, de Violette Spielbout, d'Arnaud Deslandes et de Stéphane Bally. Tout à fait. On a aussi croisé ces textes avec les analyses de la presse locale sur le choc du premier tour et surtout on s'appuie énormément sur la retranscription intégrale du grand débat télévisé de l'entre-deux tours qui a eu lieu sur France 3. Un débat assez musclé pour le coup. Très musclé. Notre mission aujourd'hui, à travers cette analyse approfondie, c'est vraiment d'extraire la substance de ces visions concurrentes. L'idée, ce n'est absolument pas de distribuer des bons ou des mauvais poids. Non, bien sûr. C'est plutôt d'offrir une cartographie claire, bienveillante et surtout purement factuelle. L'objectif, c'est que l'électorat puisse comprendre précisément les mécaniques qui se cachent derrière les slogans politiques. Et pour comprendre ces fameuses mécaniques, il faut d'abord analyser le séisme de dimanche dernier. Ah, le fameux premier tour. Voilà. Le maire sortant, le socialiste Arnaud Deslandes, a certes viré en tête. Il fait 26,26% des suffrages. Ouais. Mais en fait, c'est un leadership qui est extrêmement fragile. La véritable déflagration de ce premier tour, c'est le score de Lawaria Adouche. C'est ça, la candidate de la France Insoumise. Exactement. En menant cette liste, elle atteint quand même 23,36%. Elle talonne vraiment le maire sortant. Et pour le coup, elle pulvérise littéralement toutes les projections des instituts de sondage. Eux, ils la reléguaient vraiment très loin derrière. Et c'est ce qui est fascinant quand on lit les différents rapports de campagne. On parle d'une candidate qui était quasiment inconnue du grand public il y a seulement 6 mois. C'est ça, une ascension fulgurante. Mais comment elle a fait pour contourner les canaux traditionnels ? Je regardais les documents et ça mentionne une distribution de 400 000 tracts. 400 000. C'est colossal. C'est énorme. C'est un peu comme une start-up en fait qui déciderait d'ignorer totalement la publicité classique, les réseaux habituels, pour faire du porte-à-porte massif. Et son message est sans ambiguïté. Elle assume complètement le mot rupture. Oui, elle accuse carrément l'équipe sortante d'avoir organisé, selon ses propres mots, l'abandon d'une partie des quartiers populaires. Et cette idée de rupture, c'est intéressant. Parce que quand on lit le programme, on voit que ce n'est pas juste un élément de langage pour faire bien à la télé. Non, ça se traduit vraiment par une inversion totale des priorités, que ce soit au niveau budgétaire ou sécuritaire. Tu as un exemple en tête ? Eh bien, prenons un exemple très concret issu de ses engagements. C'est son refus catégorique d'armer la police municipale. Ah oui, ça c'est un vrai point de clivage. Complètement. Dans sa vision des choses, le sentiment d'insécurité dans certains quartiers, ça ne se résout pas par une escalade de la force ou en ajoutant des armes. Ça passe par une présence humaine différente. Une présence humaine, c'est-à-dire ? Elle propose de réorienter directement les budgets sécuritaires vers le recrutement massif d'équipes de médiateurs de rue. D'accord. En fait, c'est une approche qui considère que la délinquance, c'est avant tout le symptôme d'une faillite sociale, et pas seulement un problème strictement pénal qu'il faut réprimer. Je comprends la philosophie, c'est très clair. Mais d'un autre côté, quand j'observe la taille de l'administration lilloise, je me pose quand même une question. Laquelle ? Gérer une métropole, ce n'est pas uniquement faire de la médiation à l'échelle d'un seul quartier.
C'est piloter un budget de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est gérer des infrastructures hyper lourdes, des flux économiques complexes. C'est le défi, oui. Comment est-ce que cette expérience de terrain, de médiatrice, elle se transpose concrètement dans une vision macroéconomique d'une telle ville? Eh bien, elle la transpose à travers un concept qu'elle appelle le bouclier d'urgence. Et ce qui est frappant dans la retranscription du débat télévisé, Ah oui, ce moment du débat était fort. oui, c'est la façon dont elle lie les grands budgets globaux aux réalités vraiment microscopiques du quotidien. Par exemple, quand elle défend la gratuité totale et le 100% bio pour les cantines scolaires. Elle ne le présente pas juste comme une mesure économique. Exactement. Elle ne le présente pas comme une simple mesure de pouvoir d'achat. Elle s'appuie directement sur son passé de médiatrice en rappelant que, physiquement, eh bien, il y a des enfants qui arrivent à l'école le ventre vide. Oui, c'est glaçant comme constat. Pour elle, la mairie n'est pas un simple gestionnaire d'infrastructures ou de voiries. C'est vraiment le dernier filet de sécurité sociale avant l'effondrement. Et ça se voit aussi dans son projet pour les jeunes, non? Tout est fait, ça inclut la création d'une maison municipale des étudiants. C'est pensé pour centraliser l'aide psychologique, l'aide juridique, parce que la précarité étudiante, pour elle, c'est perçu comme une urgence vitale et pas juste comme un petit désagrément passager lié à la jeunesse. Alors face à cette volonté de renverser la table, en quelque sorte, le bloc sortant a dû réagir très vite. Ils n'avaient pas le choix vu les scores. Et leur stratégie, c'est la consolidation. On a donc assisté à cette fusion assez attendue entre Arnaud Deslandes, le maire sortant, et Stéphane Bally. Stéphane Bally, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, qui avait quand même réuni 17,75% des voix au premier tour. C'est ça. Ils ont créé la liste commune qui s'appelle « Tout pour l'île demain ». C'est une promesse de co-gouvernance assez claire, hein. Deslandes resterait à la mairie, Bally deviendrait premier adjoint, avec une parité stricte des délégations. Sur le papier, c'est propre. Oui, mais honnêtement, quand on regarde l'historique, marier la tradition socialiste lilloise, qui a quand même une réputation de bétonnage et de fort développement économique, avec l'urgence climatique et la décroissance portée par ELV, ça ressemble presque à un mariage forcé. C'est le grand paradoxe de cette alliance, oui. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire cohabiter ces deux logiciels politiques qui semblent s'y opposer? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément l'ingénierie de leur programme commun. Ils tentent de créer une espèce de synthèse où, en fait, la transition écologique deviendrait le moteur même de la justice sociale. D'accord, donc ils lient les deux. Exactement. Leurs engagements chiffrés essayent vraiment de répondre aux deux électorats simultanément. D'un côté, ils promettent la construction de 1500 logements par an. Ce qui plaît à la gauche traditionnelle. Voilà, avec un quota très élevé de 40% de logements très sociaux pour répondre à la crise de l'hébergement, ce qui est une priorité socialiste. Mais de l'autre côté, ils intègrent l'agenda vert avec un objectif de 70 nouvelles rues végétalisées. Et il y a les transports aussi. Oui, l'extension de la gratuité des transports pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. En fait, ils essaient de démontrer pédagogiquement que la protection de l'environnement n'est pas punitive pour les classes populaires. Et pour le coup, ils ne négligent pas non plus le domaine régalien et l'économie. Non, pas du tout. Parce qu'ils prévoient quand même le recrutement de 50 policiers municipaux supplémentaires. Et puis, il y a cette mesure sur l'encadrement des baux commerciaux. Ah oui, très important pour le centre-ville. Oui, l'idée, c'est d'éviter que le centre de l'île ne devienne qu'une succession de fast-food ou de banques, de préserver les petits commerces. Mais bon, il y a un dossier spécifique où cette fameuse synthèse semble presque impossible. Je vois très bien de quoi tu parles. C'est l'éléphant au milieu de la pièce dans l'urbanisme lillois, la fameuse friche Saint-Sauveur. Ah, Saint-Sauveur. Le grand sujet de discorde. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas bien la topographie de la ville, il s'agit d'une immense étendue ferroviaire abandonnée, vraiment en plein cœur de l'île. C'est une page blanche colossale. C'est un espace gigantesque, oui. Pendant des années, les socialistes voulaient y construire massivement du logement et les écologistes, eux, s'y enchaînaient presque pour empêcher les pelleteuses et en faire une immense forêt urbaine. C'était une vraie guerre de tranchées. Comment ont-ils pu ne pas s'écharper sur ce point pendant le débat télévisé ? C'est vraiment le point d'équilibre le plus délicat de toute leur alliance. Lors du débat sur France 3, Arnaud Deslandes a opéré un renversement rhétorique assez habile. C'est-à-dire ? Il a présenté Saint-Sauveur non plus comme un point de discorde, mais vraiment comme le laboratoire de leur nouvelle méthode de gouvernance. Ah, malin. Le compromis qu'ils ont trouvé repose sur une division très stricte de l'espace. Stéphane Bally est monté au créneau pendant le débat avec des chiffres massifs pour rassurer sa base militante. Quel chiffre ? L'accord sanctuarise un parc de 23 hectares. 23 hectares.
Oui, pour donner un ordre d'idée à celles et ceux qui connaissent la ville, c'est 4 fois la taille du célèbre parc Jean-Baptiste Lebas. C'est immense. Et Bayard théorise cela sous le concept de justice spatiale. En fait, actuellement, les grands espaces verts lillois sont surtout concentrés dans les quartiers plus bourgeois, comme Vauban ou le centre. C'est vrai. Créer ce poumon vert géant à Saint-Sauveur, c'est, selon lui, rééquilibrer la santé publique à l'échelle de toute la ville, tout en gardant bien sûr une frange dédiée aux constructions pour répondre à cette fameuse urgence du logement qu'exige Desslon. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Parce que, quand on observe cette bataille à gauche, on pourrait croire que l'élection se résume à une question de dosage entre l'écologie et le social. On pourrait le croire, oui. Mais l'analyse de nos sources révèle qu'il y a deux autres visions, radicalement différentes, qui refusent d'être de simples spectatrices dans cette élection. Absolument. Le bloc central et la droite sont bien là. Commençons par la liste Faire respirer l'île. Elle est menée par Violette Spielbout, qui est arrivée 3e avec 11,1%. Son profil dénote totalement par rapport aux autres candidats. C'est clair, c'est une ancienne cadre dirigeante de la SNCF, elle est ingénieure de formation. Et elle a refusé toute alliance pour le second tour. Tout à fait. Et ça correspond bien à sa vision. Elle regarde la ville non pas comme un grand champ de bataille idéologique, mais plutôt comme une immense machine un peu grippée qui a juste besoin d'une bonne alternance gestionnaire. Son diagnostic, c'est effectivement celui d'une ingénieure face à un système défaillant. Voilà, elle considère que tous ces grands débats sur la rupture de LFI ou l'écologie punitive des Verts, ça masque surtout un problème d'efficacité basique de l'action publique. Et son programme s'en ressent, il est très clinique. Très pragmatique. Elle promet par exemple le recrutement direct de 100 policiers municipaux et un déploiement massif de la vidéosurveillance pour vraiment mailler tout le territoire lillois. Et sur la mobilité ? Sur le plan de la mobilité, elle veut pacifier la relation avec les automobilistes. Elle propose d'instaurer un abonnement de stationnement unifié à 10 € par mois. Seulement 10 €. Oui. Et surtout, elle fait de la rigueur budgétaire l'alpha et l'oméga de son projet. Elle promet un gel total des impôts locaux et une traque impitoyable de ce qu'elle identifie comme des gaspillages structurels à la mairie. Et il ne faut pas oublier qu'on doit également intégrer la dynamique du Rassemblement national dans cette analyse. Oui, avec Mathieu Vallée. Exactement, Mathieu Vallée qui s'est qualifié avec plus de 10% des voix. Et lui, il assume vraiment une position de contre-pouvoir frontal, face à ce qu'il décrit comme la vague, je cite, rouge et verte. C'est ça. Lui, il propose un recentrage extrêmement ferme. Et ça se voit particulièrement sur sa vision de l'école. Quand on lit ses déclarations, pour lui, la mairie doit cesser de se disperser dans des dizaines d'activités périscolaires ou des projets culturels qu'il juge tentaculaires. Oui, le recentrage sur les fondamentaux. La priorité budgétaire et logistique doit revenir au savoir de base, lire, écrire, compter. C'est une vision où l'institution municipale doit d'abord garantir l'ordre, que ce soit dans la rue ou dans la transmission des savoirs à l'école. Et d'ailleurs, ça soulève une question hyper importante sur la sémantique de toute cette campagne. Ah oui, on l'a remarqué en croisant les sources. Si on scrute vraiment les textes, il y a un verbe qui revient de manière quasi obsessionnelle chez absolument tous les candidats. C'est le verbe « protéger ». Oui, tout le monde veut protéger les Lillois. Exactement. Mais l'objet de cette protection, il varie du tout au tout selon la liste. C'est-à-dire ? Eh bien, pour le duo Deslandes-Bali, protéger, c'est ériger un rempart collectif contre la brutalité du dérèglement climatique et contre la casse sociale. D'accord. Pour Violette Spielbout et Mathieu Vallée, le mot « protéger » a un sens beaucoup plus tangible, plus immédiat. C'est garantir l'intégrité physique dans la rue, via l'ordre public, et c'est aussi protéger le portefeuille des citoyens contre l'inflation fiscale. Et pour la Horia à douche ? Well, la protection est purement vitale. C'est un bouclier contre la faim, contre la rue et contre le déclassement social. C'est passionnant de voir comment un seul mot peut cacher des mondes si différents. Et ces grandes philosophies un peu abstraites, elles se heurtent violemment à la réalité lors du débat télévisé. Ah ça, le retour au réel a été brutal sur plateau. Prenons le sujet qui touche absolument toutes les familles, l'école. Les visions qui s'affrontent sur le plateau de France 3 sont littéralement irréconciliables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on l'a dit, Adouche veut le 100% gratuit et le 100% bio à la cantine. Arnaud Deslandes, lui, il déplace le curseur ailleurs. Il met l'accent sur la sécurité émotionnelle des enfants. Son cheval de bataille, c'est vraiment la lutte contre le harcèlement scolaire et une bien meilleure formation des animateurs périscolaires. Pendant ce temps, Vallée, lui, il demande le retour à l'instruction stricte, on l'a vu. Oui, Mais Violette Spielbout, elle introduit une nuance très intéressante. Elle a focalisé une grande partie de son temps de parole sur la détresse des familles monoparentales. c'est un point qu'elle a beaucoup poussé, oui. Et elle veut aussi engager la mairie dans une lutte préventive contre l'addiction des très jeunes enfants aux écrans et aux réseaux sociaux. Pour elle, c'est une autre forme d'urgence de santé publique.
C'est vrai. Et si l'on quitte l'école pour aborder la question de la rue, le débat sur la mobilité et le stationnement, ça s'est révélé être le point d'ébullition total de cet entre-deux-tours. Ah, la voiture en ville. Ce n'est plus du tout un sujet technique, hein. C'est devenu un véritable marqueur identitaire. Totalement. Arnaud Deslandes, sur ce point, propose un ajustement plutôt modéré. Il veut baisser le tarif des 2 premières heures de stationnement. L'idée, c'est d'irriguer les commerces du centre-ville. C'est ça, tout en maintenant sa politique globale de réduction de la place de la voiture. Lawaria Adouche, en revanche, elle veut instaurer la gratuité pure et simple du stationnement dans les quartiers périphériques. Sa logique est sociale. Oui. Elle est très simple, ces quartiers sont souvent mal desservis par les transports en commun, donc faire payer le stationnement, ça revient à instaurer une espèce de double peine financière pour les habitants les plus modestes. Et ça, c'est une mesure qui a fait bondir Violette Spilbout. Ah oui, elle n'a pas mâché ses mots. Elle dénonce la politique actuelle de la mairie comme étant purement punitive et très brutale pour les travailleurs qui ont besoin de leur véhicule. Et son mécanisme à elle, il est hyper précis, comme on l'attendrait d'une ingénieure. Voilà, le tarif résidentiel unifié à 10 €, 30 minutes de gratuité totale pour encourager ce qu'elle appelle l'achat minute dans les petits commerces. Et les parkings relais aussi. Oui, surtout ça. La création de 5 parkings relais en périphérie. L'idée, c'est de créer des filtres physiques à l'entrée de la ville pour capter les véhicules avant qu'ils n'engorgent le centre. Mais bon, quand j'écoute toutes ces promesses de part et d'autre, la gratuité des cantines d'un côté, la gratuité des parkings de l'autre, des centaines de recrutements policiers ou de médiateurs, L'addition s'annonce salée. c'est ça. Je vois un gigantesque éléphant financier dans la pièce. Comment est-ce qu'on finance des visions aussi dispendieuses sans faire exploser les impôts locaux ? C'est très exactement l'avertissement comptable que Violette Spilogoum a tenté d'imposer tout au long de la campagne. La dette lilloise, c'est une réalité incontournable. Elle a d'ailleurs sorti un chiffre pendant le débat, non ? Oui, un chiffre a été jeté sur la table et a fait réagir. La gratuité du stationnement voulue par la France insoumise, ça représenterait un manque à gagner sec de 17 millions d'euros pour les caisses de la ville. 17 millions, c'est énorme pour un budget municipal. C'est colossal. Promettre la gratuité des services publics, ça exige une équation budgétaire absolument parfaite en coulisses. Le risque, pointé par la candidate du centre, c'est que l'utopie sociale ou l'utopie environnementale finissent par se payer en faillite administrative. C'est le fameux mur des réalités. Exactement, le mur des réalités qui attend la future majorité, quelle qu'elle soit, dès lundi matin à la première heure. Alors, avec toutes ces informations, qu'est-ce que tout cela signifie pour celles et ceux qui s'apprêtent à glisser un bulletin dans l'urne aujourd'hui ? Il va falloir faire un choix clair. Si on prend un peu d'otard, pour résumer, l'électorat fait vraiment face à un carrefour directionnel d'une clarté assez rare. Le choix numéro 1, c'est la continuité historique à laquelle on a greffé un puissant moteur écologiste avec le ticket Deslandes-Bali. Tout à fait. Le choix numéro 2, c'est l'électrochoc social, la rupture totalement assumée avec le système actuel, portée par Lawaria Adouche. C'est ça. Le choix numéro 3, c'est la promesse d'une gestion vraiment millimétrée, plus sécuritaire et axée sur le pouvoir d'achat, avec Violette Spilbout. Et enfin, on a le choix d'une opposition intraitable sur l'ordre et le retour aux fondamentaux, incarné par Mathieu Vallée. Je trouve que c'est un résumé très fidèle des dynamiques en présence. Et il faut vraiment rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que ces choix, ce ne sont pas que des postures politiques ou des débats d'idées à la télévision. Non, ça a un impact direct. C'est ça. Ils vont dicter la forme de nos trottoirs, la qualité de l'air qu'on respire, le prix de notre logement et la présence policière en bas de chez nous, et ce pour les 6 prochaines années. Le pouvoir municipal, c'est vraiment celui qui se frotte le plus directement à la chair du quotidien. Et c'est justement la raison pour laquelle, au regard des sources qu'on a parcourues avec tant d'attention, il y a une évidence qui s'impose, notamment concernant les nouvelles générations. Les jeunes ont un rôle clé à jouer, c'est évident. Quand on liste les enjeux qui sont soulevés par l'ensemble de ces candidats, l'anxiété face au climat, l'effondrement de la santé mentale chez les jeunes, la précarité alimentaire hallucinante dans les universités, ou encore la difficulté extrême de se loger. C'est leur quotidien qu'on décrit. Exactement. On parle très exactement de l'horizon de la jeunesse lilloise et de la jeunesse étudiante. L'abstention, dans un tel contexte, ce n'est pas un acte de rébellion neutre. Non, ça ne l'est jamais vraiment. C'est la délégation pure et simple de son propre avenir à d'autres générations. Le bulletin de vote, au final, ça reste un outil technologique redoutable pour imposer ses priorités au cœur du beffroi. Je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale qui dépasse peut-être le cadre strict des professions de foi actuelles qu'on a étudiées. Je t'écoute. Imaginons un instant la configuration qui pourrait sortir des urnes ce soir.
Si les suffrages se divisent au point d'aboutir à un conseil municipal qui serait fracturé, disons, en 3 ou 4 blocs idéologiques totalement étanches. Ce qui est une vraie possibilité au vu des sondages. Complètement. Eh bien, c'est toute la culture politique de la ville qui devra muter. Nous pourrions carrément assister à la fin de l'ère des majorités absolues et confortables, celles qui gouvernent sans entrave depuis des décennies. Tu veux dire qu'ils seraient obligés de négocier en permanence, Angie? Exactement. La mairie de Lille pourrait devoir adopter une culture de type presque parlementaire, où chaque projet d'urbanisme, chaque budget, chaque recrutement devra faire l'objet de compromis, arrachés vraiment au cas par cas avec les oppositions. C'est fascinant. Ce ne serait plus seulement un simple changement de maire, mais une véritable révolution dans l'exercice même de la démocratie locale. Une gouvernance condamnée à l'équilibre permanent, en fait, où l'art de la négociation remplacerait la force brute de la majorité. C'est une perspective qui transformerait radicalement la vie politique locale, c'est clair. L'histoire de Lille, pour la prochaine décennie, est littéralement en train de s'écrire aujourd'hui même, dans le secret des isoloirs. Le suspense reste entier jusqu'à ce soir. Celles et ceux qui nous écoutent pourront bien sûr suivre les premiers dépouillements et les résultats définitifs tout au long de cette soirée. Une soirée qui, à n'en pas douter, marquera un tournant décisif. Absolument. Merci d'avoir partagé avec nous cette plongée passionnante au cœur des enjeux électoraux lillois. À très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.